Interview Jean-Philippe Chauvin sur les présidentielles. Alors Jean-Philippe, que penser des présidentielles en général et n'y a-t-il pas mieux en matière de démocratie? En fait, l'élection présidentielle est devenue au fil des décennies un vaste champ de foire des partis, le choc des ambitieux et des ambitions et en définitive la crédibilité de l'État et de la magistrature suprême de l'État, justement, en sort très largement amoindrie, affaiblie. Aujourd'hui, les élections présidentielles ne représentent rien d'autre qu'un tournoi en démagogie et parfois en hypocrisie. Et je dirais que 2017 atteint le summum à la fois de l'hypocrisie, mais aussi des affaires, des scandales. C'est une élection, on va dire, crapoteuse, et je ne suis pas sûr que le débat d'idées, je ne suis pas sûr que les grands thèmes comme la question ouvrière, comme la question environnementale qui semble avoir disparu, comme l'aménagement du territoire, comme l'organisation des métiers, etc., que tous ces grands débats trouvent leur place dans ce grand tohu-bohu, dans ce grand charivari présidentiel où chacun montre sa bobine à la télévision, fait le beau, mais oublie qu'il faudrait penser d'abord à la France, à ses intérêts et surtout à ceux de nos compatriotes. Quant à la deuxième question sur la démocratie et sur la présidentielle, eh bien, rappelons que les royalistes ne sont pas contre le suffrage universel. Ils ne sont pas contre le suffrage universel. Ils sont contre la mauvaise application de celui-ci. Et je pense que vouloir à tout prix désigner par le suffrage universel le magistrat suprême, celui qui doit être un arbitre, fausse un petit peu, d'une certaine manière, cet arbitrage qu'il est censé rendre plus tard. Donc la démocratie, oui, mais pas pour la magistrature suprême du chef de l'État. D'ailleurs, on constatera que certains pays ont des gouvernements, ou plutôt des pouvoirs monarchiques, des États monarchiques, qui ne sont pas, certes, forcément ceux que nous souhaitons, mais que ces pouvoirs permettent une plus grande expression des formes de démocratie diverses dans les étages inférieurs, allais-je dire, de la pyramide de l'État, et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, et que dans certains de ces pays, l'usage du référendum, qu'il soit local ou qu'il soit national, est aussi quelque chose qui est fréquemment utilisé. Donc là encore, replaçons la démocratie à sa vraie et surtout à sa juste place, d'une certaine manière. Et en République, malheureusement, on a fait un peu l'inverse. On a mis la démocratie en haut quand il aurait fallu la mettre à la base. Et du coup, eh bien, on obtient cet affaiblissement de l'État, ou plutôt cette soumission aux féodalités, de l'argent, des partis politiques, de l'opinion avec un grand O, dont on sait que malheureusement, elle ne s'appartient pas souvent en elle-même, mais qu'elle appartient souvent à ceux qui la manœuvrent. Très bien. Quel rôle peuvent avoir les royalistes dans ce genre d'élection? Et voter à la présidentielle, est-ce vraiment utile? Alors d'abord, les royalistes ne se désintéressent pas de la politique et sûrement pas de la présidentielle parce que c'est le moment où les gens parlent le plus politique en général. Donc il serait dommage que les royalistes ne participent pas d'une certaine manière à l'élection présidentielle. Mais nous ne défendons pas un candidat ou un autre. Nous évoquerons plutôt les vices de la République, les vices de cette élection, et nous présenterons d'ailleurs de manière positive, car il faut toujours proposer quand l'on critique, nous proposerons justement l'État monarchique, l'État royal, ce recours, cet arbitrage qui ne dépend pas de l'élection, et d'autant plus aujourd'hui que l'on voit que c'est une véritable foire d'empoigne et que la campagne de 2017 est un véritable argumentaire contre l'élection même du président de la République au suffrage universel. Nous irons plus loin parce que nous dirons que ce n'est pas seulement l'élection qu'il faut remettre en cause, cette élection-là, mais le principe même d'un président de la République et qu'il faut remettre en place, car c'est de cela dont il s'agit, un État qui est pour lui non pas un quinquennat de promesses et de désillusions, les promesses avant, les désillusions après, mais au contraire un double, un triple, le temps que le roi vit, comme dit l'autre, c'est-à-dire un temps long, le temps long que Michel Serres, que le philosophe Michel Serres estimait lui aussi nécessaire pour l'application, pour la mise en pratique des politiques nécessaires pour un État et en particulier pour être
au monde et être dans ce monde qui va vite. Il faut un axe fixe, il faut un point de repère. Et ce que ne peut pas donner la République, et on le voit bien aujourd'hui, la monarchie peut l'offrir. Donc les royalistes, oui, ils font campagne. Mais au lieu de dire vive Tartampion, vive Morticole ou vive un tel ou abat un autre, nous dirons d'abord présidentiel, plutôt le roi, plutôt la monarchie. Alors Jean-Philippe, s'il y avait un roi en France, les Français ne voteraient plus pour un représentant à la place suprême. Est-ce selon vous un bienfait ou une perte considérable ? Ça serait plutôt un bienfait. Ça serait plutôt un bienfait et même je pense qu'il faut le souhaiter. D'ailleurs, si nous sommes royalistes, c'est aussi parce que nous souhaitons que le roi échappe, que le représentant, que le magistrat suprême de l'État échappe justement aux jeux électoraux. Et je dois avouer que quand on voit la campagne de 2017, entre scandale, corruption, petites phrases assassines et promesses qui ne seront pas tenues, et grande illusion, et retour de François Hollande sous d'autres traits, etc., etc., on peut se dire que vraiment cette élection n'est pas nécessaire et qu'en tout cas elle donne une bien mauvaise image de celui qui en sortira peut-être élu, mais avec pas mal de plumes en moins. Le problème d'ailleurs de la République, c'est que donner l'élection, enfin faire élire son représentant, son magistrat suprême, c'est en fait faire une grande soustraction, c'est-à-dire que le gagnant n'est jamais que le gagnant, son score n'est jamais que celui de ses partisans contre celui de ses opposants. Et d'une certaine manière, au regard de la France, même s'il peut avoir 53 ou 54%, ça reste quand même 53 ou 54% moins les 46 ou 47 autres. Donc je ne suis pas certain que cette élection aujourd'hui soit vraiment nécessaire, et je pense qu'on pourrait commencer à penser à autre chose. Par contre, en revanche, les élections sont nécessaires à beaucoup d'autres niveaux. Il n'est pas question de remettre en cause les élections législatives, régionales, départementales, professionnelles, communales, etc., etc. Je trouve même qu'en France, on vote relativement peu par rapport à ce que l'on pourrait voter. Donc, en définitive, en enlevant cette élection à un poste qui doit être un poste d'arbitre, on ne sélectionne pas les arbitres quelque part d'une certaine manière. Ils sont là, ils sont désignés par d'autres que par les joueurs d'ailleurs. Ils sont désignés, ils ont une sorte de légitimité quelque part qui est bien extérieure à celle des joueurs sur le terrain. Eh bien, je pense qu'en libérant la magistrature suprême de l'élection, nous pourrons aussi donner plus d'élections au pays, permettre aux Français de s'exprimer sans doute plus souvent, beaucoup mieux, et sans avoir cette pression d'avoir à désigner le premier d'entre eux. On oublie un petit peu trop que ce premier d'entre eux a tendance à se vouloir le grand suzerain alors qu'il s'agit d'avoir un souverain et un État souverain. Après avoir été élu, le candidat, devenu président, aime à rappeler qu'il incarne l'unité du pays et qu'il représente tous les Français. Que pensez-vous de cette définition faite par les présidents eux-mêmes ? Eh bien, ils se trompent. D'autant plus aujourd'hui que l'on voit qu'un peu dans tous les pays où le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, désormais les opposants ne reconnaissent souvent plus le résultat du vote. On l'a vu dans des élections récentes, ou on l'a vu même dans des référendums. Là, c'est autre chose, évidemment, que la désignation du chef de l'État. Donc, non, ils n'incarnent pas l'unité du pays. Ils peuvent souhaiter l'incarner. Il peut espérer la représenter. Il peut mimer la monarchie et le monarque d'une certaine manière. Mais on voit bien qu'une fois, je dirais, la cérémonie faite, une fois le deuil passé, dans le cas de certains actes récents, il redevient un chef de parti. Il n'est pas le chef de l'État. Il est le chef de parti qui a été élu. Chef de l'État, mais d'un État qui s'est coupé une main, puisqu'il n'est pas l'État de tous. Et puis il y a autre chose. Le chef de l'État doit-il seulement représenter les Français ? Bien sûr que non. Il doit aussi agir, être l'État, décider.
Et s'il n'était qu'un représentant, quel intérêt d'ailleurs? Nous souhaitons un chef de l'État qui donne une direction, qui fournit des arguments pour la France et qui défend la France à l'extérieur. Sur la scène diplomatique, le chef de l'État en France a un rôle important dans le monde. S'il n'était qu'un vague représentant, ça n'aurait pas beaucoup d'importance et d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est plus qu'un représentant, c'est un chef de l'État. Or, en République, nous constatons souvent qu'il y a de moins en moins d'États et que les chefs sont plus des chefs de faction et parfois n'ont même pas la volonté de s'imposer à leur propre camp. L'expérience de 2012-2017 est de ce côté-là très éclairante. Doit-on continuer éternellement cette même expérience qui nous a montré comment l'élection du président de la République au suffrage universel désormais tourne à la farce, à une sinistre farce, parce que désormais l'on vote contre et celui qui est élu ne l'est jamais plus que par défaut. Le mot fraternité se trouve dans la devise républicaine, alors que les présidentielles sont au contraire une démonstration de la division des partis et donc des Français. Alors selon vous, par quoi faudrait-il remplacer les partis politiques ? Alors, le mot fraternité, c'est un mot que nous pourrions après tout revendiquer, même si nous préférons le mot de solidarité, même si nous préférons le mot d'union, même si nous préférons le mot d'unité. C'est vrai, le mot fraternité nous gêne sans doute plus par le sens que les républicains lui ont donné que par son sens réel. Première chose. Mais comment peuvent-ils parler de fraternité ? Les hommes politiques, les candidats ne cessent de s'insulter, de se balancer des affaires à la figure, de s'incendier parfois avec des arguments qui sont à la limite du vulgaire, quand ils ne sont pas vulgaires eux-mêmes. Et leurs militants d'ailleurs n'hésitent pas. On le voit bien sur les marchés, on le voit bien dans les discussions, ils ostracisent ceux qui ne pensent pas comme eux. Eh bien, la présidentielle ne donne pas une exacte image de la solidarité entre les hommes, ni même de l'unité. L'on peut débattre, l'on peut discuter, et nous, les royalistes, sommes habitués au débat et à la discussion, et nous n'hésitons pas, mais on n'est pas obligé de gifler le voisin, de le calomnier, de lui cracher dessus, ou de jouer les hypocrites. Nous pensons que l'unité est quelque chose d'important. Elle doit dépasser les partis. Il est quand même incroyable de voir, et intéressant de voir d'ailleurs, que ce qui nous paraîtrait incroyable justement aujourd'hui, que le roi Henri IV, mais aussi le roi Louis XIV et beaucoup d'autres rois, n'hésitaient pas à prendre des gens qui n'avaient pas le même avis. Ils les mettaient dans le conseil, dans leur propre conseil, dans leur ministère. Et c'était l'émulation pour la France, au service de la France, qui faisait que ceux qui étaient des concurrents la servaient au mieux. En définitive, alors que la présidentielle, c'est la soustraction des énergies, eh bien, la monarchie peut jouer l'addition des énergies, l'addition des qualités. Alors, faut-il pour autant supprimer les partis ? Les partis existent, ils sont un fait. Simone Veil était fort critique à leur égard et elle évoquait effectivement le parti comme, d'une certaine manière, l'antichambre de pratiques que l'on pourrait qualifier de totalitaires. Les partis existent, ils sont d'ailleurs en mauvais état. Preuve qu'ils ne répondent plus exactement aux nécessités de la politique aujourd'hui. Non, laissons ces partis, laissons les mouvements, laissons les groupes, laissons les cercles de pensée discuter. Mais préservons, protégeons la magistrature suprême de l'État de ce règne des partis. Protégeons-la des partis, cette magistrature suprême de l'État. Et quel meilleur moyen que justement d'instaurer une monarchie qui ne doive rien aux partis, qui soit hors des partis, qui soit au-dessus des partis, mieux, qui soit au-delà des partis. Donc les partis peuvent continuer à exister, il y aura toujours des féodaux, il y aura toujours des ambitieux, pourquoi pas ? Mais calmons leurs ambitions ou canalisons-les. Et justement, cette présidentielle nous donne beaucoup d'arguments pour être un peu plus royaliste aujourd'hui et pour tout faire pour que cette grande mascarade de 2017, cette mascarade présidentielle, soit vite oubliée au profit d'une monarchie réinstaurée, d'une monarchie telle que nous la souhaitons, une monarchie au service de tous,
sans regarder à l'étiquette politique, sans regarder à la provenance sociale, mais dans le cadre du service de l'État, de la nation et des Français. Être royaliste aujourd'hui, c'est sans doute la meilleure réponse au grand désordre présidentiel de 2017, qui ne nous satisfait pas. Nous aimons trop la France, et nous sommes pleins d'espérance. Nous aimons trop la France pour supporter cette image d'une France. Nous aimons trop la France, nous aimons trop l'espérance pour accepter que l'État soit la proie de ces partis. Non, les partis doivent servir, s'ils veulent survivre, doivent servir la France, la nation, l'État, les Français. La monarchie le fait concrètement. Il n'est pas certain que la République soit capable de dompter les partis dont elle est encore et toujours la vassale. Merci Jean-Philippe Chauvin pour cette interview pour Sacre TV.